Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Alors, je suis arrivé dans les arts martiaux un tout petit peu avant les années 2000. Et puis, j'ai commencé l'enseignement avec Jean-Luc Lemoine comme sensei en 2007 à Rouen. Et depuis ce temps-là, j'ai eu l'occasion de créer des clubs aux Antilles, à Fort-de-France, à Paris, et puis le dernier à Châlons, ici. D'accord, et je crois qu'à Châlons, du coup, tu as deux sections d'arts martiaux, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, à Châlons, en fait, on a deux sections d'arts martiaux. Dans une première section, on pratique le Nihon Tajitsu, et dans l'autre, on fait ce que moi j'appelle de l'autodéfense. En 2014, j'ai effectivement créé la section de Nihon Tajitsu. Alors, le Nihon Tajitsu s'inscrit dans une logique martiale, avec acceptation du passage de grade, euh, plusieurs entraînements par semaine, euh, une pratique est inscrite au sein de la Fédération française de karaté et qui a un public d'adhérents qui recherchent l'art martial. Et puis on s'est rendu compte à la pratique qu'il y avait à Châlons et peut-être certainement ailleurs un autre public, un public de personnes qui voulaient également pratiquer des techniques martiales, mais qui n'avaient pas forcément ou la volonté ou le temps de se consacrer plusieurs fois par semaine à la pratique, à l'enseignement d'un art martial. Voilà, qui recherchait peut-être quelque chose de moins traditionnel. Alors, je ne sais pas si eux recherchaient quelque chose de plus ou moins traditionnel, mais dans leur vision de la pratique, ils recherchent ce que moi j'appelle un petit peu, de manière un petit peu vulgaire, des recettes de cuisine. Ça veut dire quoi, par exemple? Un infirmier se présente au club. Il a été récemment agressé dans le cadre de sa pratique professionnelle. Un monsieur se présente au club. Il a été agressé dans sa voiture. Et ces deux profils-là recherchent plus essentiellement des réponses à des attaques très précises. Et il m'a semblé intéressant de créer pour eux ce cours. Alors, selon toi, quelle est la différence fondamentale entre ces deux sections, ces deux pratiques? Alors en fait, il n'y a pas de vraie différence entre ces pratiques. La base, c'est toujours l'art martial. D'accord. C'est toujours le Nyon Tajitsu. Mais qu'est-ce qui peut différencier les deux? C'est peut-être cette notion de légitime défense. L'art martial se pratique dans un lieu convenu, le dojo. Souvent sous l'autorité d'un instructeur, d'un professeur, quand il s'agit d'entraînement, ou d'arbitre ou de jury, si on est dans le cadre d'un examen ou d'une compétition. Il y a le respect entre les pratiquants, il y a les règles d'usage qui font que si tu me fais mal, je tape sur ma cuisse et on arrête la technique. On sait également que dans l'art martial, l'attaque doit être franche, déterminée, volontaire, mais elle ne va pas au bout. Il n'y a pas de vie en danger, il n'y a pas d'idée, de volonté, d'envie de faire plus mal que ça à l'autre. Hmm. Dans la rue, c'est pas forcément ce qu'on rencontre. Un pratiquant d'art martial va acquérir des bonnes techniques s'il est bien capé, s'il a une certaine pratique des arts martiaux. Dans la rue, il saura d'abord peut-être voir venir l'attaque, peut-être l'éviter. Et si c'est pas le cas, s'il est obligé à un moment donné de se battre, il aura en lui cette connaissance de son corps, de la technique, de la pratique, et souvent, il saura s'arrêter avant d'avoir commis un geste trop violent, trop fort, qui pourrait nuire à l'intégrité physique de l'attaquant. Qu'est-ce qui change entre le dojo et la rue? Dans la rue, il n'y a pas forcément de règles. L'attaque peut être meurtrière, elle peut être démesurée. Le défenseur aura peut-être sa vie en danger et du coup peut-être que lui-même mettra en place un système de défense, des attaques trop violentes et peut-être que lui-même pourra porter atteinte physiquement à son agresseur. Parce que là, dans le milieu de la rue, on est quand même dans la société, en fait. Voilà.
Et cette notion que je fais intervenir, ce que j'apprends à mes élèves de la section justement défense, c'est cette notion de légitime défense. La légitime défense, on n'en parle pas beaucoup dans l'art martial, parce que c'est pas nécessaire. Non pas de la respecter, mais d'en parler tout le temps. La pratique est tellement encadrée qu'on n'a pas besoin d'aller au terme de cette défense. On met l'accent sur la technicité, beaucoup. On va mettre l'accent sur la technique, on va mettre l'accent sur le respect du combat, le respect des combattants. Et puis si jamais des débutants sont un peu trop forts, il y a normalement toujours un formateur, un professeur pour faire arrêter le combat. Dans la rue, c'est pas le cas. Dans la rue, celui qui a raison, moi c'est ce que j'ai coutume de dire, c'est celui qui rentre à la maison, et celui qui a tort, c'est celui qui est à l'hôpital. On parle de légitime défense, de quoi parlons-nous en réalité? Alors, je vais peut-être me permettre une petite remontée historique. Remontée historique, si tu me laisses encore Je t'en prie. quelques minutes. Quand le peuple a pris le pouvoir, il y a quelques années maintenant, en 1789, c'était pour avoir des libertés. Liberté d'aller venir, sécurité des biens des personnes. Et ils ont donné à un gouvernement le pouvoir d'user de la force, d'user des lois, mais dans le but unique de garantir à ce peuple ses libertés. Sa sécurité. Sa sécurité. Tant et si bien qu'avec le temps, le citoyen a perdu le droit de se défendre. Du moins, lui semble-t-il. Puisque normalement, c'est la société qui se substitue à l'individu pour le défendre et lui rendre justice. Donc la force publique, la gendarmerie, la police, la force publique, juges, gendarmerie, tout le système judiciaire, que vous trouverez d'ailleurs dans mon prochain livre où je détaille bien tout ça. D'accord. Sauf que les règles ont des exceptions. Ça veut dire qu'on admet qu'un jour, dans le cadre d'une attaque inopinée, injuste, violente, un individu puisse se défendre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Cette légitime défense est encadrée par des règles et c'est une exception au fait que l'individu n'ait pas le droit de se défendre. La justice reconnaît aux citoyens, aux citoyennes, cette faculté, dans des cas extrêmes, de pouvoir user à titre personnel de la force pour se défendre. Mais cela est bien encadré, bien sûr, par la loi. On a des exemples. Je sors dans la rue, je suis attaqué. Ça dure pas longtemps une agression, ça dure 3 minutes. Moi, je vais me défendre. Je serai en réalité en état de légitime défense peut-être 15 secondes. Ça veut dire qu'avant ces 15 secondes et après ces 15 secondes, je ne suis plus en état de légitime défense. Quand j'ai voulu créer ma section d'autodéfense, en anglais ça donne self-défense, je me suis posé la question. Je vais donner à mes élèves des outils pour se défendre, des outils physiques. Des armes, on peut dire. Des armes. Mes élèves deviennent des armes eux-mêmes. Créer des dommages corporels. Mais en même temps, j'avais cette obligation de les protéger d'eux-mêmes. Oui, parce on est surtout dangereux pour nous-mêmes. On est notre premier ennemi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'on dit. Je voulais surtout que si quelqu'un enfreint la règle, il sait qu'il enfreint la règle. Donc ça veut dire que pour moi, la formation du cours de self-défense urbain, donc la branche parallèle du Nihon Taijutsu, ne peut pas se concevoir sans une formation à la légitime défense. Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'interviewer Pascal. Tu dis bonjour.
Non, fallait dire bonjour. Ouais, non, on reprend. Ouais, c'est dur le petit juriste. Bonjour à toutes et à toutes et à tous. Alors.